L'univers. À peine ce mot est-il prononcé que déjà nos yeux imaginent une vaste étendue d'étoiles qui nous interpelle. L'univers est synonyme de beauté grandiose et de territoire infini. Difficile pourtant d'accepter cette idée d'immensité incommensurable dans notre logique basée sur le concret, le raisonnable, le visible et le mesurable. Il n'y a que l'astronomie et l'étude de l'espace qui nous permet de définir notre place dans ce monde infini et de comprendre combien nous sommes ridiculement petits à l'échelle de l'univers. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons en voyage vers l'infini et l'au-delà pour découvrir les merveilles du cosmos. Avant de partir pour une nouvelle aventure passionnante, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous et bon voyage! Depuis la nuit des temps, la compréhension de l'univers n'a cessé d'occuper l'esprit des hommes. L'humain, par essence, a besoin de comprendre son monde, l'environnement qui l'entoure et le vaste univers. L'étude des astres fait partie de notre histoire et de notre culture. Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché dans les cieux des réponses à leurs questions. L'univers est aussi magnétique que le noyau du centre de la Terre. Il éblouit, il intrigue, il passionne. Dès le plus jeune âge, nos yeux sont attirés par la beauté du ciel. La tête dans les nuages et l'esprit dans les étoiles. On rêve de parcourir l'espace et de percer ses secrets. En même temps, comment résister à tant de beauté ? C'est sans doute le seul phénomène que la nuit intense et profonde sublime de mille éclats. Les couleurs, les formes et la grandeur des astres qui gravitent dans l'univers offrent un spectacle magnifique. Les astres dansent au-dessus de nos têtes sur un tempo orchestré par l'univers. Levez la tête vers le ciel et regardez. N'est-ce pas magnifique, tous ces petits points lumineux qui semblent décorer le ciel ? Cette toile est le chef-d'œuvre de Mère Nature. À la fois poétique et énigmatique, il révèle chaque jour un peu plus de sa beauté et lève le voile sur une part de ses mystères. Il aura fallu des millénaires de civilisation pour comprendre une infime partie de l'univers qui nous entoure. Définir l'univers est déjà un défi en soi. Il englobe une infinité de disciplines et nous avançons encore aujourd'hui à l'aveugle. Trop de paramètres nous sont encore inconnus. Nos connaissances à l'échelle de l'univers sont extrêmement limitées. Mais nous avons beaucoup progressé ces dernières années dans le domaine de la technologie. Elle est devenue l'un de nos meilleurs alliés pour comprendre les phénomènes spatiaux. Aujourd'hui, la définition de l'univers fait encore débat auprès des plus grands scientifiques de notre siècle. Certains le désignent comme une notion de géométrie et de physique, d'autres comme une étendue, abstraite ou non, d'autres encore comme un contenant, au bord indéterminé. Quoi qu'il en soit, il abrite une infinité de phénomènes astrals et nous allons partir à la découverte de chacun d'entre eux dans un voyage incroyable. Êtes-vous prêt à en prendre plein les yeux et conquérir l'espace ? Vous prenez le risque de vous sentir infiniment microscopique, une goutte d'eau dans l'océan. Mais vous aurez le plaisir de découvrir un endroit incroyable. Tantôt merveilleux, presque féerique, il semble parfois être le plus proche synonyme de l'enfer.
les paysages spatiaux que vous allez découvrir et les émotions étonnantes que vous ressentirez resteront à jamais gravées dans votre mémoire. Ces images seront imprégnées dans votre esprit, tout comme les impacts des astéroïdes ont laissé des cratères visibles depuis la Terre sur la surface de la Lune. L'homme cherche à comprendre les phénomènes qui l'entourent depuis ses origines. C'est ce questionnement incessant sur la vie et l'univers, sur notre place dans ce monde, notre esprit critique ou encore nos émotions et notre système de pensée qui nous différencient des animaux. Si aujourd'hui même nos chères têtes blondes connaissent les bases de notre système solaire, de l'atmosphère ou de l'univers, il fut un temps où c'était bien loin d'être le cas. De grands scientifiques comme Galilée ou Copernic ont subi la foudre de l'Église pour avoir osé penser que la Terre n'était pas au centre de notre système solaire. Avant d'aller plus loin, vous devez différencier l'espace de l'univers. L'univers est un ensemble qui comprend les planètes, les étoiles, les astéroïdes et dont bien sûr la Terre fait partie. L'espace, quant à lui, définit la zone, l'étendue, entre deux astres ou deux corps spatiaux. Autrefois, au début du XXe siècle plus précisément, on pensait que l'espace, cette étendue entre les planètes, les étoiles, les astéroïdes ou encore les galaxies, était tout simplement rempli d'une seule matière, l'éther. L'éther était un fluide que nous pensions capable de porter les étoiles. Les planètes en mouvement, tel un serpent, relaient sur ce liquide. Invraisemblable, me direz-vous, d'imaginer une telle vision de l'espace. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque, les connaissances étaient limitées et les outils de mesure et d'observation peu nombreux et bien moins efficaces que le télescope James Webb. On ne connaissait pas la nature de la lumière ni sa transmission. Aujourd'hui, on sait que l'espace dans l'univers, c'est-à-dire l'étendue entre les astres, est essentiellement constitué de vide. Enfin, vide, pas tout à fait. Ce vide contient d'énormes quantités de gaz, mais aussi quelques centaines de molécules et d'atomes par mètre cube. On sait également que la lumière peut tout à fait se propager dans le vide et que les planètes, par gravitation, peuvent se déplacer sans être soutenues par une quelconque matière. Sans air pour diffuser la lumière du soleil et produire un ciel bleu, l'espace ressemble à une couverture noire parsemée d'étoiles. Si nous sommes parvenus à définir l'espace, il nous faut maintenant comprendre les bases de l'univers. Qui est-il ? De quoi est-il formé ? Quand débute-t-il ? Quelles sont ses limites ? Dans sa définition la plus large, l'univers comprend tout ce que l'on peut toucher, détecter, sentir, mesurer ou déceler. Ce sont les êtres vivants, les planètes, les astéroïdes, les étoiles, les galaxies, mais aussi la lumière et le temps. Et oui, difficile d'accepter cette idée. Mais avant la naissance de l'univers, il n'y avait rien, pas de notion de temps ou d'espace, pas de lumière ni même de matière. En astrologie, on qualifie ce qui se passe au-dessus du ciel comme étant l'univers. Si les scientifiques ne peuvent déterminer avec justesse la limite de l'univers, il était nécessaire de marquer son origine, sa naissance, sa base. Pourquoi ? Pour des raisons principalement scientifiques, mais également politiques. En effet, si vous utilisez un engin de vol comme un drone au-dessus d'un pays, si vous êtes dans l'espace, tout va bien. Mais si vous êtes en dessous,
Vous êtes sur leur territoire et les vols sont donc réglementés. Il fallait donc songer à établir une convention collective et internationale sur le sujet. Enfin, en science, un changement détermine toujours une nouvelle catégorisation. Dans la classification des espèces, par exemple, des critères communs vont permettre d'identifier une classe ou une famille, mais des critères divergents amènent généralement à l'établissement d'une nouvelle classe. Pour l'univers, c'est la même chose. Autour et au-dessus de nous, il y a l'atmosphère, cette couche qui entoure la Terre, comme une bulle protectrice, est constituée de gaz et notamment d'oxygène. C'est donc entre autres l'air que nous respirons. La Terre n'est pas la seule planète à avoir une atmosphère. Mars, mais aussi Vénus, ont également une atmosphère. Cependant, elles n'ont pas les mêmes propriétés et ne permettent pas de respirer comme c'est le cas sur le sol terrestre. Cette bulle d'air, outre sa faculté respiratoire, a également un rôle de protection. Elle nous protège en effet des rayons du soleil. Sans elle, nous serions littéralement grillés. Au-delà de l'atmosphère, les propriétés sont différentes. C'est pourquoi une nouvelle nomination était nécessaire. On peut déjà s'apercevoir de certains de ces changements en altitude lors de randonnées en haute montagne. L'air est comme différent. Si vous êtes adepte de ce type de loisir en plein air, vous avez déjà dû avoir cette désagréable sensation de mal respirer, comme si vous manquiez d'oxygène. L'explication est sans doute très simple. Plus on monte, moins l'air contient d'oxygène, non? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que cela. La composition de l'air est identique, environ 21% d'oxygène et 78% d'azote. Ce qui change, c'est la pression. Proche du niveau de la mer, la pression est forte. Elle a donc un impact sur l'air qu'elle comprime, si l'on peut dire les choses ainsi. Mais la pression est beaucoup moins importante au fur et à mesure de l'ascension. Autrement dit, les particules d'oxygène ou d'azote ne sont plus comprimées, mais au contraire, bien plus volatiles. Dans un même volume d'air, il y a donc beaucoup moins d'oxygène. Plus vous montez en altitude, plus ce phénomène s'accentue. C'est pourquoi vous devez prendre bien plus d'inspiration pour obtenir la quantité d'oxygène suffisante pour alimenter votre corps de ses précieux bienfaits. L'air se trouve en majorité dans les 30 premiers kilomètres d'altitude. Si aucune frontière ou barrière visible ne permet de marquer le passage entre l'atmosphère et l'espace, par convention, on estime que l'espace commence à 100 km d'altitude environ. En effet, beaucoup de paramètres, notamment la pression, la résistance à l'air, mais également la température, changent à partir de ce point. Les scientifiques ont donc défini cette distance comme point de départ. Au-delà de 100 km au-dessus du niveau de la mer, nous entrons donc dans l'espace. Et c'est à cet endroit précis que nous allons nous rendre ensemble pour en découvrir un peu plus sur cette immensité extraordinaire. Voilà l'un de vos rêves d'enfant enfin réalisé. Vous êtes dans l'espace. Extraordinaire cette sensation de flottement, n'est-ce pas? Vous êtes au beau milieu du vide et en même temps, vous êtes entouré par des milliards d'étoiles. Les sensations sont aussi incroyables que le paysage est magnifique. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. À l'échelle de l'univers, la Terre et tout comme l'humanité font partie de l'infiniment petit. Nous sommes une infime petite goutte d'eau dans l'océan.
Cela peut paraître difficile à croire et complètement inimaginable, et pourtant, des millions de milliards de kilomètres surplombent nos têtes en ce moment même. Nous allons aborder une ascension dans l'espace. Ne quittez pas la Terre des yeux. Voyez comme elle se réduit, petit à petit. De la taille d'un ballon, elle devient une balle de tennis, puis un simple pépin de pomme. Voyez comme elle paraît si minuscule au beau milieu de cette immensité. Surprenant, non ? Cela fait quelque chose de s'éloigner aussi loin de ce petit bout de terre. La vue est tellement impressionnante, presque difficile à croire. Est-ce la réalité ou la fiction ? Je vous rassure, vous êtes bel et bien dans l'espace. Vous parcourez l'univers au rythme des étoiles. L'univers contient des milliards de galaxies. Difficile de ne pas se sentir petit et insignifiant au milieu de cette immensité. Imaginez que chacune de ces galaxies contient elle aussi des millions ou des milliards d'étoiles. Il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Elle mesure environ 200 000 années-lumière de longueur. Une année-lumière représente la distance parcourue par la lumière en une année, soit 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres pour une seule année-lumière. Et notre galaxie, à elle seule, en compte pas moins de 200 000. En imaginant que l'homme soit capable de créer un engin suffisamment solide et fiable pour supporter tous les phénomènes et les éléments de l'univers, en admettant qu'il soit également capable de concevoir un engin se déplaçant à 300 000 km par seconde, une vitesse astronomique qui correspond tout simplement à la vitesse de la lumière, il lui faudrait plus de 2000 ans pour parcourir d'un bout à l'autre notre galaxie. Ce temps colossal permettrait d'apercevoir uniquement la Voie lactée, notre galaxie. Mais il en existe des milliards d'autres. Vous commencez à comprendre combien l'univers est vaste. Nous savons aujourd'hui que des milliards de galaxies peuplent l'univers. Ce que nous sommes encore bien loin de définir avec précision, c'est la taille de l'univers lui-même. Il faut dire que plusieurs phénomènes et concepts complexes rendent particulièrement difficile la mesure de l'univers. Tout d'abord, l'univers est en mouvement perpétuel, tout comme les corps qui l'abritent. Ensuite, l'univers grandit, il s'étend un peu plus chaque jour. Enfin, la distance est tellement grande qu'en l'état de connaissance actuel, c'est impossible d'exprimer des données fiables et exactes. On peut cependant donner un ordre de grandeur qui se rapproche suffisamment de la réalité pour avoir une idée de l'étendue de l'univers. Ces données dépassent l'entendement humain. Dès que des milliers de zéros se suivent, notre cerveau bug. Malgré tout, les scientifiques et les cosmologistes se sont penchés sur la question. Ils se sont appuyés sur des modèles théoriques, des données d'observation, des outils de calcul complexes. Ils ont pu alors établir dans une certaine mesure la taille d'une partie de l'univers. En effet, les scientifiques ont décomposé l'univers en deux parties distinctes, si l'on peut dire. L'univers observable et l'univers tout entier. L'univers observable est détectable par nos instruments de mesure. Il s'agit de la partie visible de l'univers, celle qui englobe tous les points de l'espace-temps suffisamment proches de nous pour nous avoir transmis leur lumière. Au-delà de cette limite, on peut seulement extrapoler à partir de données recueillies et de connaissances établies pour émettre des hypothèses sur les dimensions de l'univers en entier. Pour calculer la taille de l'univers observable, il faut prendre en compte les premières particules de lumière diffusées à partir de la création de l'univers
soit 13,8 milliards d'années. Avant cela, elles n'ont pas pu voyager dans l'espace puisqu'ils n'étaient pas encore nés. On peut donc ensuite mesurer la distance qu'elles ont pu parcourir pour se propager dans notre direction. Mais le calcul est plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'il faut aussi prendre en compte l'expansion de l'univers. Autrement dit, lorsque ces particules de lumière voyageaient en direction de la Terre, elles s'en éloignaient par la même occasion lorsque l'univers grandissait. Vous comprenez pourquoi il est si difficile d'établir des données exactes? Heureusement, nos outils, l'avancée technologique de ce siècle et les connaissances pointues de nos astrologues ont permis d'établir un modèle cosmologique suffisamment réaliste. Il s'agit d'une sphère centrée autour de la Terre, puisque nous nous basons sur ce que nous pouvons observer à partir de ce point. D'autres données, autres que la lumière émise, viennent compléter l'opération pour calculer la distance de l'univers. En effet, la température est également une donnée qui permet de comprendre un certain nombre de phénomènes dans l'espace. On sait par exemple que lorsque l'univers était jeune, il était très chaud. La longueur d'onde des photons, ils produisent de la lumière, mais ces particules réagissent également aux interactions électromagnétiques, a alors très peu subi d'expansion. Cependant, 380 000 ans environ, après le Big Bang, les photons se trouvent dans une longueur d'onde différente, la fréquence micro-ondes du spectre électromagnétique. Pour estimer la taille de l'univers observable, les scientifiques doivent s'appuyer sur 3 paramètres majeurs: le taux d'expansion de l'univers, sa température et sa composition. La matière, l'antimatière ou le rayonnement peuvent avoir un impact prépondérant sur les résultats et doivent donc être pris en compte lors de l'analyse des données. Après le modèle cosmique établi par les astrologues, les données récoltées et les calculs effectués, l'univers observable aurait donc un rayon de 45 milliards d'années-lumière, soit un diamètre de 90 milliards d'années-lumière environ. Cela représente 900 000 milliards de kilomètres. C'est à cet instant que notre cerveau n'a plus aucune conscience réelle des chiffres. Il dépasse l'entendement humain. Nous sommes incapables de nous rendre compte visuellement d'un phénomène d'une si grande amplitude. En ce qui concerne l'univers pris en entier, tout se complique puisqu'il n'est pas observable. Autrement dit, aucun instrument de mesure ou de récolte de données ne peut appuyer nos calculs. Pour certains scientifiques, il pourrait être 250 fois plus grand que l'univers observable. Pour d'autres, il peut très bien être 15 millions de fois plus grand. Le sujet fait encore débat auprès des astrologues et cosmologues les plus reconnus dans le domaine. On note 2 grands points de vue au sein de l'équipe de recherche internationale. Stephen Hawking et Jean-Pierre Luminet, physiciens et cosmologistes, pensent que l'univers est fini, tandis que Roger Penrose explore la thèse d'un univers infini. Nous avons évoqué de grands noms de l'astrologie, de la physique et des mathématiques. Je pense qu'il est temps, avant de poursuivre notre voyage dans l'espace, d'évoquer les premiers pas de l'homme dans cette contrée lointaine. Depuis la nuit des temps, l'homme s'intéresse à l'univers. Mais il a fallu un enjeu politique pour que la recherche dans le domaine progresse à pas de géant. C'est en effet à la fin de la Seconde Guerre mondiale que les 2 grandes puissances mondiales, l'URSS et les USA, jouent un match décisif pour donner une ligne directrice au monde, et cela passe par la conquête de l'espace. Jusqu'ici, les chercheurs s'intéressaient surtout à notre planète. Beaucoup d'études scientifiques marquant avaient pour sujet les entrailles de la Terre ou les abysses sous-marins. De nombreuses explorations ont également été menées pour découvrir les dernières parcelles de la Terre encore inexplorées. Dans le même temps, quelques prouesses technologiques dans le domaine de l'espace ont été rondement menées, notamment l'invention du télescope par Newton en 1672 ou encore au lancement du 2e missile balistique en 1942 par von Braun.
Cependant, la conquête de l'espace n'était pas encore un point central des recherches. Dans les années 1950, cependant, la guerre froide menée par les deux grandes puissances de la planète change la donne. Si l'envie d'explorer les lieux en dehors de notre planète a guidé les scientifiques, les deux gouvernements avaient également un autre but en tête, prouver au reste du monde qu'un seul d'entre eux était le meilleur. Déclencher une nouvelle guerre entre ces deux géants au vu de leur avancée technologique dans le domaine de l'armement aurait été une folie meurtrière sans précédent. Ils se sont donc battus sur d'autres terrains, notamment celui de l'univers. En effet, personne n'était encore allé dans l'espace à ce moment-là. Parvenir à une telle prouesse, c'était parvenir à prouver aux yeux du monde sa puissance militaire, géopolitique, stratégique et technologique, et donc d'asseoir une certaine autorité. Pour ce faire, les hommes allaient devoir défier les lois de la physique. Le 4 octobre 1957 marque un tournant pour l'humanité. C'est l'URSS qui remporte alors cette première manche. En effet, le 4 octobre 1957, elle parvient à mettre en orbite le premier satellite artificiel, le fameux Sputnik. Ce satellite a été mis en orbite autour de la Terre grâce au lancement de la fusée R7 à 19h28 et 34 secondes depuis la base militaire Turan-Tam. Cette fusée est une petite merveille d'ingénierie conçue par Sergei Korolev. La mission de Sputnik était très précise. Il devait fournir au monde des données sur la propagation des ondes dans l'atmosphère. Les chercheurs espéraient ainsi en découvrir davantage sur la densité de l'atmosphère, mais également sur la haute atmosphère et sa forme précise. Malheureusement pour Sputnik, il termine ses jours de façon dramatique. En effet, après 22 jours dans l'espace, sa batterie est épuisée. Il doit donc retourner sur Terre. Le 4 janvier 1958, il terminera sa course dans l'atmosphère, désintégré. Il reste néanmoins un événement marquant dans l'histoire de la conquête de l'espace et l'URSS peut se réjouir d'avoir envoyé le premier engin humain parcourir une telle distance dans l'univers. Loin d'être satisfaite de ce succès, l'URSS enchaîne avec un second exploit mondial la même année. Le 3 novembre 1957, l'une des plus grandes puissances mondiales lance alors Sputnik 2. Cette fois, ce sera l'occasion d'envoyer le premier être vivant dans l'espace. Une chienne nommée Laika fera en effet partie du voyage. L'URSS fixe alors la barre un peu plus haute. Elle montre clairement leur désir de franchir un nouveau pas, celui d'envoyer un être vivant dans l'univers. Laika entre alors dans l'histoire de notre civilisation et devient le premier être vivant à quitter le sol de la Terre pour traverser l'atmosphère et entrer dans l'espace. Laika était une petite chienne de 3 ans qui errait dans les rues de Moscou. Malgré ses origines modestes et sa triste histoire, elle connaîtra un destin incroyable. Albert Ier, un primate, a été envoyé en apesanteur bien avant Laika en 1949, mais son voyage le mena à 63 km d'altitude. Laika, quant à elle, fut le premier être vivant à vraiment atteindre une altitude suborbitale de 1600 km. Malheureusement, au bout de quelques heures, la petite chienne, qui semble être un croisement entre un husky et un terrier, ne survivra pas. Malgré les annonces faites par les soviétiques qui prenaient le contraire, la chienne est finalement morte après quelques heures seulement. Les USA doivent combler leur retard, mais ils ont bien du mal à rivaliser pour le moment. En effet, s'ils lancent en 1958 le satellite Explorer 1, l'URSS n'est pas à son coup d'essai. On ne parle donc plus d'exploit. Cependant, Explorer 1 est à l'origine de la découverte de la ceinture de Van Allen.
Cette zone contient une grande densité de particules énergétiques et joue un rôle prépondérant pour la Terre. Elle prend son origine au niveau des 2 pôles magnétiques de la Terre et permet de bloquer les radiations de vent solaire. Afin de mieux s'organiser et de structurer leurs recherches, les USA décident la même année de créer la National Aeronautic and Space Administration, NASA, en octobre 1958. L'URSS reprend de nouveau la main. Cette fois, les passagers sont plus nombreux à bord. 2 chiennes, un lapin, 40 souris, 2 rats, des mouches de fruits, mais également des plantes opéreront une révolution autour de la Terre. Cette fois, le succès est au rendez-vous. Les passagers reviennent sur Terre avec le cœur qui bat. Pour la petite histoire, l'une des chiennes, Strelka, mettra même bas des chiots quelques mois plus tard. L'un d'entre eux fera d'ailleurs la joie des Kennedy. En effet, Nikita Khrouchtchev, principal dirigeant de l'URSS et du Parti communiste de l'Union soviétique de 1953 à 1964, a offert ce petit chiot à la fille du président John Fitzgerald Kennedy. Simple cadeau sans arrière-pensée ou petite provocation, on ne le saura jamais. L'URSS poursuit sa quête et marque une nouvelle fois l'histoire. Elle frappe à nouveau avec un exploit exceptionnel, celui de faire voyager le premier homme dans l'espace. Ce sera Youri Gagarin qui aura cet honneur le 12 avril 1961. Il effectue alors en orbite un vol de 2 heures environ autour de la Terre. Imaginez ce qu'a pu ressentir Youri. Avant lui, personne n'avait jamais pu voir ce que lui a pu admirer de ses propres yeux. Être le pionnier d'un tel événement doit être absolument incroyable. Les émotions de Youri Gagarin sont indescriptibles. Valentina Tereshkova, 26 ans seulement, elle fut la première femme, mais également la plus jeune cosmonaute à être envoyée dans l'espace. Et oui, l'URSS n'a décidément pas fini de surprendre le monde. Elle multiplie les prouesses technologiques et les exploits. Mais les Américains ne souhaitent pas la défaite. Ils sentent que l'écart se creuse et tentent de réagir. Ils créent alors le programme Apollo, sous la présidence de Kennedy. Le président exprime alors clairement son but, envoyer le premier homme sur la Lune. Quelques années plus tard, les USA parviennent à faire voler tout un équipage en orbite autour de la Lune au cours de la mission Apollo 8. Malgré tout, le contrat n'est pas encore tout à fait rempli. Comme vous l'imaginez, une mission d'une telle ampleur demande beaucoup de préparation. Le but étant que l'humanité fasse ses premiers pas sur la Lune, les cosmonautes devaient donc être dotés de nombreuses qualités. Leurs compétences en sciences et en physique sont primordiales, mais leur capacité physique est tout aussi essentielle. Les entraînements sont intensifs. Les 3 coéquipiers en feront d'ailleurs une démonstration devant la presse. Neil Armstrong sera le commandant de bord de cette mission aux côtés de Buzz Aldrin et de Michael Collins. L'équipage de la mission Apollo 11 entre dans l'histoire à bord du Saturne V. C'est le nom du lanceur qui les propulsera vers la Lune. Il décollera de la station spatiale Kennedy en Floride le 16 juillet 1969 à 13h32. Mais le défi du président Kennedy n'est pas encore relevé. Ce sera cependant chose faite le 20 juillet, jour de l'alunissage du module lunaire. Armstrong, le premier, suivi de près par Aldrin, auront l'honneur d'être les premiers hommes à fouler le sol de la Lune. Pour la petite histoire, tout ne s'est pas passé comme prévu initialement, mais la capacité d'adaptation de l'équipage a permis de mener à bien la mission.
En effet, la zone d'alunissage était très précise. Elle avait été largement étudiée en amont afin de permettre d'atterrir en toute sécurité sur une zone lisse. La phase de descente vers la Lune est amorcée le 19 juillet. Mais lorsque les astronautes s'approchent de la Lune, leur vitesse est un peu trop rapide. Il manque alors la zone de 5 km. À cet endroit, des rochers étaient présents. Aucune possibilité donc de poser l'appareil. Toutefois, Armstrong prend les choses en main et pilote alors manuellement le module sur 500 mètres. Finalement, c'est le 20 juillet à 2h34 que l'équipage se pose enfin sur la Lune. Imaginez l'exploit. La population était partagée à l'époque. Certains pensaient la chose impossible, d'autres nourrissaient beaucoup d'espoir dans cette mission. Lorsque le module se pose enfin, la joie est immense. Mais c'est le lendemain que l'histoire de la conquête spatiale prendra alors véritablement fin. À 3h56, Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. 600 millions de téléspectateurs ont suivi en direct cet événement marquant de l'histoire. La NASA avait en effet développé une caméra spécialement pour cette mission, afin de permettre au monde entier de suivre l'équipage. Armstrong décrit ses premières impressions. La Lune est recouverte d'une fine couche de poussière. 22 minutes après lui, c'est son coéquipier Aldrin qui foulera à son tour le satellite naturel de notre planète, la Lune. La phrase prononcée par Neil Armstrong restera alors à jamais gravée dans les mémoires, même pour les générations futures. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Le retour vers la Terre pour ces hommes devenus des grands noms de l'histoire aura lieu le 24 juillet. Dès lors, ils reviennent avec des images splendides. Le programme Apollo est en effet l'apogée de l'exploration spatiale. Bien des décennies plus tard, près de 15 pays parviennent à travailler main dans la main pour profiter des connaissances, des capacités et des forces de chacun au sein d'une même structure, l'ISS. La Station spatiale internationale est née en 1998 de la fusion de 3 grands projets, la station américaine Freedom, la station soviétique Mir 2 et le laboratoire européen Columbus. Mais l'investigation, la recherche et la conception sont bien plus anciennes. En mai 1982, la NASA met en place un groupe de travail spécialement dédié à la conception de l'ISS. Il aura fallu 115 milliards de dollars, plus de 10 ans et près de 30 missions spatiales pour assembler toutes les pièces de la station. Il faut dire que l'ISS, c'est quasiment la taille d'un terrain de football. Elle mesure 110 mètres de long, 74 mètres de large et environ 30 mètres de haut. À l'intérieur, même si le volume est bien plus important, elle abrite une surface intérieure habitable de près de 400 mètres cubes. Et elle dispose de près de 2500 mètres carrés de panneaux solaires. Cette gigantesque station spatiale dépasse les 400 tonnes. Tout comme le fait que l'énorme paquebot vogue sur l'eau, c'est toujours ahurissant de se dire qu'une telle masse puisse flotter dans les airs. Elle est si brillante et imposante que vous pouvez la voir à l'œil nu depuis la Terre, lors des nuits les plus dégagées. L'ISS, c'est un laboratoire géant flottant dans l'espace. Il permet de mener à bien de multiples expériences dans des domaines très variés en l'absence de pesanteur et un environnement hostile, l'espace. Elle se situe à 400 km d'altitude environ et gravite autour de la Terre. En 90 minutes seulement, elle fait le tour de notre planète. Elle évolue à une vitesse de 28 000 km/h environ. Ce laboratoire en orbite est sous la coupole de 5 agences spatiales. La NASA pour les États-Unis, Roscosmos pour la Russie, l'ESA
pour l'Europe, JAXA pour le Japon et enfin l'ASC pour le Canada. Au sein de ce laboratoire, on cherche à comprendre le comportement des matériaux en microgravité, mais également à observer et récolter des données précieuses sur les réactions du corps humain, des animaux et des plantes dans l'espace. Si l'ISS est plus un laboratoire de recherche, d'autres outils conçus par l'homme sont quant à eux spécialement dédiés à la découverte et l'analyse de l'espace. Le développement du télescope Hubble a commencé dans les années 60. L'Académie nationale des sciences des États-Unis proposait alors la construction d'un grand télescope spatial. Faute de financement probant, le projet tourne au ralenti. En 1977 cependant, il obtient les faveurs du Congrès et les financements nécessaires. 13 mètres de long, 4 mètres de large, avec les panneaux déployés. 2 mètres de diamètre, Hubble pèse près de 11 tonnes. Ce télescope géant est d'une précision incroyable, 10 nanomètres pour être exact. La construction d'un tel engin prend bien entendu de nombreuses années. En octobre 1986, moins de 10 ans plus tard, le lancement est prévu. Mais un accident viendra chambouler les plans de ce nouvel exploit spatial. La navette spatiale Challenger a explosé après son lancement en janvier de la même année. Le programme spatial concernant le projet Hubble est reporté. Les vols ne reprendront que 2 ans plus tard, en 1988. En 1990, tous les voyants sont au vert. On songe donc au lancement de Hubble au cours de l'année. Le 24 avril, la navette spatiale Discovery emporte Hubble avec elle pour le placer en orbite. Le 25 avril 1990, c'est la navette spatiale Discovery qui placera le fameux télescope en orbite à 590 km d'altitude. Tout se passe comme prévu. Enfin, presque. Les premières images du télescope ne sont vraiment pas bonnes. En effet, quelques semaines après sa mise en service, Hubble n'est pas aussi performant que prévu. Le miroir est en cause, il est faussé, 22 micromètres d'erreur, ça paraît insignifiant et pourtant, les clichés sont flous. La presse s'empare du sujet et dénonce le fiasco Hubble. Le problème, c'est que le miroir est la pièce maîtresse du télescope. Même si tout a été prévu pour les réparations dans l'espace, celle-ci ne peut pas être changée. Les chercheurs, soutenus par l'aide précieuse d'ingénieurs, vont mettre au point une correction. En 1993, une mission spatiale permet de corriger cette erreur. Le plus drôle, dans toute cette histoire, c'est que pour corriger cette erreur, les astronautes ont dû dérégler les instruments, les fausser, afin de prendre en compte le défaut de fabrication du miroir et d'annuler le défaut visuel. Après 30 ans de bons et loyaux services, 6 missions navettes et pas moins de 120 gigas d'images transmises chaque jour au sol, Hubble a permis de mettre en lumière de nombreux phénomènes dans l'univers. 1994 marque la découverte des constructions des galaxies. Il permet de visualiser des galaxies proches et d'autres très lointaines et irrégulières. Nous savons aujourd'hui, grâce à ces images, que les galaxies contiennent quasiment toutes des trous noirs, que l'univers est également constitué de matière noire, matière qui n'émet pas de lumière, que des exoplanètes existent, ou encore que l'univers s'agrandit et qu'il grandit de plus en plus vite. Hubble a joué un rôle essentiel dans la découverte de la compréhension de l'univers. Les images qu'il a pu nous transmettre ont permis de récolter de précieuses données. Le télescope James Webb a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, et pour cause. Depuis sa mise en orbite le 25 décembre 2021, il est le plus puissant télescope jamais envoyé
dans l'espace. C'est un cadeau de Noël inestimable pour les astronautes et le corps scientifique, mais également pour tous les amoureux des étoiles et l'humanité tout entière. En effet, sa mission est de remonter le temps jusqu'aux origines du Big Bang, et donc de l'univers. Les scientifiques aimeraient également observer les premières étoiles et les premières galaxies pour trouver des éléments de réponse sur la perte de diversité de ces dernières. Pour mener à bien cette mission, il a fallu toute une armada technologique et des trésors d'ingénierie. Son miroir de 6,50 mètres est composé de 18 miroirs hexagonaux afin de permettre le pliage et favoriser son lancement par Ariane 5. Il est annoncé comme 100 fois plus puissant et performant que Hubble. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est tenu. Le gros plus de ce télescope extraordinaire, c'est sa vision infrarouge de l'OIA. Il peut observer les longueurs d'onde situées entre 1,5 et 30 micromètres. Sa haute sensibilité permet également de scruter des objets plus froids tels que des poussières ou des gaz. En juillet 2022, les premières images de Webb ont été révélées au grand public. Les clichés sont d'une beauté inouïe. On perçoit des nébuleuses comme jamais auparavant et les images permettent d'analyser l'atmosphère d'une exoplanète ou des galaxies en collision. Voici par exemple ce fameux cliché de la nébuleuse de la Carène, située à environ 7600 années-lumière de nous. Cette nébuleuse est une véritable pouponnière d'étoiles. Près de 20 000 personnes ont travaillé sur la réalisation de James Webb. Après quelques mois à peine, les efforts communs en valaient la chandelle. Posté à plus de 1,5 million de kilomètres de la Terre, il est conçu pour travailler sur sa mission durant au moins 20 ans. Les images transmises promettent de belles surprises. Les chercheurs nourrissent l'espoir de comprendre enfin l'origine et les différents mécanismes qui régissent l'univers. Mais pour le moment, c'est à nous que revient cette mission. Il est temps de partir à la conquête de l'espace et de découvrir sa merveilleuse histoire. Les astronomes pensent que l'univers est né lors du Big Bang. Avant, dans une bulle des milliers de fois plus petite que l'ongle de votre petit doigt, une bulle incroyablement chaude et extrêmement dense, se tenaient alors les prémices de l'univers. Nous espérons que James Webb pourra nous aider à comprendre ce qui a entraîné l'explosion de cette bulle. Ce que l'on sait pour le moment, en prenant le modèle standard, c'est que cette bulle infime a explosé. C'est le Big Bang. Cette explosion entraîna des réactions en chaîne et la création de l'univers, mais aussi du temps qui passe, de la matière, de l'espace et du mouvement. Il n'était cependant pas aussi grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Comme un nouveau-né, il grandit au fil du temps qui passe. Il devient d'abord aussi grand qu'une galaxie, soit quelques millions de milliards de kilomètres tout de même, mais c'est infime par rapport à la taille qu'il pourrait avoir aujourd'hui. Il n'a pas cessé sa croissance et au moment où vous visualisez cette vidéo, il est encore en train de s'étendre un peu plus à une vitesse surprenante. Mais revenons à ses premières secondes de vie. Alors qu'il vient seulement d'éclore, il s'étend, s'agrandit et se refroidit. Dès lors, l'énergie produite par ce phénomène se transforme en particules de matière et d'antimatière. Avant d'aller plus loin, je crois qu'il est temps pour nous de marquer une courte pause au beau milieu de ce paysage incroyable pour évoquer la matière et l'antimatière.
Maintenant revenons sur la naissance de l'univers et la création de la matière et de l'antimatière. L'une et l'autre sont de particules complètement opposées et donc se détruisent en partie mutuellement. Malgré tout, une petite quantité de matière a survécu, si l'on peut dire les choses ainsi, à cette guerre de particules. C'est ce qui a permis, seulement une seconde après cette méga explosion, de former des particules stables, les neutrons et les protons. Le rôle de ces deux particules est de maintenir la cohésion d'un noyau. Ils exercent ensemble la force nucléaire par opposition à la force électromagnétique. Ce sont finalement les composants essentiels, les bases d'un noyau. Durant ces précieuses minutes, la température chute brusquement pour descendre en dessous de 1 milliard de degrés. J'imagine votre réaction. Cette température est absolument impensable. La nature, ce grand tout, est aussi mystérieuse, énigmatique que fantastique. Il a donné des naissances à des milliers de phénomènes incroyables. La création de l'univers est merveilleuse, presque magique. Malgré cette chaleur pour le moins intense, elle est suffisamment froide pour favoriser et enclencher un autre phénomène, celui de la formation de noyaux d'hydrogène et d'hélium. En effet, à ce stade et à cette température, les protons et les neutrons vont pouvoir se réunir et à leur tour donner naissance à de nouvelles molécules. Ces deux composants forment ce que l'on appelle des particules subatomiques. L'univers a bien vieilli, 300 000 ans se sont écoulés depuis sa naissance et pourtant, il est encore bien jeune. Il a fallu patienter près de 300 000 ans pour que de nouvelles réactions puissent prendre forme. C'est énorme et à la fois ce n'est rien. Cela ne représente qu'un millième de seconde à l'échelle de l'univers. C'est sans doute à cet instant qu'on se rend compte que nous représentons une infime petite partie de l'histoire de l'univers. L'histoire de l'humanité a débuté il y a seulement 7 millions d'années, si l'on ne se fie à la découverte du plus ancien fossile du genre Homo retrouvé au Tchad en 2001. Il s'agit du crâne de Toumaï. Ces chiffres sont déjà suffisamment lointains pour être impressionnants. La fin tragique de nombreux dinosaures remonte quant à elle à plus de 66 millions d'années. C'est pour nous de plus en plus difficile de visualiser une telle période, de rendre concrète une durée aussi importante et surtout aussi éloignée de nous. Alors que dire de la création de l'univers ? Comment imaginer qu'il y a autant d'années, la création d'un phénomène aussi incroyable puisse, plus tard, donner vie à notre propre civilisation humaine ? Revenons au tout début de cette incroyable histoire où une nouvelle étape va permettre un nouveau tournant à l'univers. Rappelez-vous, la température atteignait jusqu'ici près de 1 milliard de degrés Celsius. Cette température astronomique a pourtant permis l'éclosion des protons et des neutrons. Au fil des millénaires, la température continue de baisser petit à petit pour atteindre 300 000 ans plus tard les 3000 degrés. C'est encore incroyablement chaud, mais cette température permet un phénomène qui va changer le cours des choses pour des milliards d'années. Les noyaux atomiques vont enfin avoir la possibilité de capturer des électrons pour former les premiers atomes de l'univers. Ces atomes forment alors des nuages d'hydrogène et d'hélium. Ces nuages deviendront les prémices des plus belles constellations que vous admirez chaque nuit avec la même émotion. De ces 300 000 années passées, nous ne pouvons rien observer aujourd'hui. Les scientifiques tentent toujours de percer les nombreux mystères qui gravitent autour de la naissance de l'univers et de sa croissance, notamment grâce à leur connaissance des particules d'atomes et en s'appuyant sur la technologie et les calculs complexes rendus possibles grâce à l'informatique.
Malgré tout, nous pouvons percevoir des traces du Big Bang grâce au télescope et aux ballons-sondes que nous avons envoyés dans l'espace. La lumière émise par cette méga explosion est encore infiniment perceptible sous forme de mélange de gaz très diffus. On peut également remarquer alors que les nuages de gaz sont subtilement plus denses. En effet, après plusieurs millions d'années, les zones denses sont devenues de la matière. Ils ne ressemblent plus aux premiers nuages d'hydrogène. Ces nuages qui ont permis la matière ont également pu, bien des années plus tard, donner naissance aux premières étoiles. Une galaxie est une structure cosmique formée par des étoiles et de leurs planètes éventuelles. Du gaz, des poussières interstellaires, peut-être essentiellement de la matière noire et contenant souvent un trou noir supermassif en son centre. Voici comment nous pourrions définir une galaxie. Mais durant ce voyage, j'aimerais vous emmener plus loin. J'aimerais vous faire découvrir un phénomène unique, celui de la naissance d'une galaxie. 100 millions d'années après le Big Bang, le gaz est suffisamment chauffé et dense pour faire naître les premières étoiles. Si la naissance d'une étoile demande du temps, durant la période la plus proche du Big Bang, les étoiles naissent 10 fois plus vite qu'aujourd'hui. Si elles naissaient plus vite, elles étaient également bien plus proches les unes des autres qu'elles ne sont aujourd'hui. Durant cette période, les collisions entre galaxies n'étaient pas rares, bien au contraire. Elles entraînent régulièrement en collision et fusionnaient entre elles pour former une plus grande galaxie. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à notre propre galaxie, la Voie lactée. Il fut un temps où l'on pensait que la galaxie actuelle n'était d'ailleurs que le résultat de collisions entre des galaxies plus petites. Depuis Edwin Hubble en 1920, on sait maintenant que le secret de la naissance des galaxies est tout autre. Alors, comment des gaz et des étoiles au beau milieu du vide ont-ils pu faire jaillir des galaxies ? Le mystère reste entier encore aujourd'hui et plusieurs hypothèses sont émises par de grands noms de l'astrologie et de la physique. Pour autant, on connaît quelques éléments clés sur la naissance des galaxies. Leur histoire commence environ 300 000 ans après le Big Bang. C'est précisément à ce moment-là que naissent les premiers atomes. La chute des températures et la densité favorisent alors le découplage des matières et le rayonnement. En effet, à ce stade, les photons cessent d'interagir avec la matière. Ensuite, la question reste en suspens. On sait que la force gravitationnelle est sans doute à l'origine du phénomène de formation. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment et pourquoi. Deux théories s'affrontent pour le moment. Celle du top-down, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, et celle du bottom-up, autrement dit, du plus petit au plus grand. La première avance l'idée que ce sont des particules de matière qui ont formé des nuages géants, puis des superamas. Ces derniers, par leur densité et la force de gravité, se seraient effondrés sur eux-mêmes et auraient alors donné naissance aux galaxies. Pour la seconde théorie, on part finalement d'une petite concentration de matière qui aurait donné naissance à des nuages de matière plus grands, formant alors des étoiles et des protogalaxies, autrement dit les prémices d'une galaxie. Sous l'effet de la gravité, encore une fois, ces protogalaxies s'attirent et fusionnent pour former de plus grandes galaxies. On ne sait pas encore laquelle de ces théories est la bonne. Mais ce qui est sûr, c'est que le phénomène est assolement incroyable. La nébuleuse de la Carène, la pouponnière aux étoiles, est absolument incroyable.
Regardez ces nuages de couleurs, ces formes et ces lumières. L'univers a véritablement quelque chose de magique et d'extraordinaire. Une étoile est un corps céleste. Mais à la différence d'une planète ou d'un autre objet astronomique, il rayonne sa propre lumière par réaction de fusion nucléaire. La masse détermine la température et la luminosité de l'étoile. La plus connue pour nous, humains, c'est sans aucun doute le Soleil. C'est notre étoile, celle de notre système solaire. Son diamètre est colossal, près de 1 million de kilomètres. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est près de 109 fois celui de la Terre. Mais si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il existe des milliards d'autres étoiles, mais également que le Soleil n'est pas la plus grande. Il existe différents types d'étoiles. Les astronomes ont donc établi différentes classes d'étoiles en fonction de leur température et de leur luminosité. Ce classement n'est cependant pas figé dans le temps. Une étoile passe par différentes phases temporaires au cours de son existence et peut changer de couleur et de catégorie plusieurs fois au cours de sa vie. Les différentes nominations d'étoiles sont les naines brunes, les naines rouges, les naines jaunes, dont fait partie le Soleil, les géantes rouges, les géantes bleues, les supergéantes rouges, les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Lorsqu'une étoile massive arrive en fin de vie, elle provoque une explosion impressionnante que l'on appelle supernova. Elle dégage alors de la matière d'étoiles, des poussières interstellaires et crée un champ magnétique très intense. Le Soleil est une étoile naine jaune. Il est loin d'être la plus grande étoile de notre galaxie. En effet, pour les plus impressionnantes, on parle d'étoiles géantes et d'étoiles massives. VY Canis Majoris a longtemps détenu le record de la plus grosse étoile. Située à plus de 5000 années-lumière de nous, elle se situe dans la constellation du Chien. Elle est environ 1500 fois plus grosse que notre Soleil, soit 2 milliards de kilomètres de diamètre. UY Scuti est située, quant à elle, dans la constellation de l'Écu de Sobieski. Elle mesure, quant à elle, 1700 fois le Soleil. Enfin, Herakis, appelée aussi l'étoile Grenat, se trouve dans la constellation de Céphée. Elle se situe environ à 5200 années-lumière de notre planète. Malgré cette distance, elle peut être visible sans instrument. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendue célèbre et si populaire auprès des amateurs d'astronomie. Comme vous pouvez le voir, notre Soleil paraît bien petit à côté de ces mastodontes. Mais il ne faut pas en être déçu, bien au contraire. Leur taille si impressionnante symbolise leur déclin. Une étoile aussi démesurée est finalement une étoile qui se meurt. Notre Soleil a donc encore de belles années devant lui. C'est plutôt une nouvelle rassurante, vous ne trouvez pas ? Au sein de ces galaxies, des milliers de planètes gravitent aux côtés de nombreuses étoiles. La planète et l'étoile sont toutes les deux des corps célestes. Mais contrairement à l'étoile, la planète ne produit pas sa propre lumière. De plus, elle gravite autour d'une étoile. C'est le cas des 8 planètes de notre système solaire. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les planètes sont étroitement liées aux étoiles. Dans notre propre galaxie, on estime qu'il y a entre 100 et 300 milliards d'étoiles, en sachant que la majorité d'entre elles ont sans doute une planète qui gravite autour d'elles. On peut donc considérer qu'il y a également au moins 100 milliards de planètes uniquement au sein de la Voie lactée. En effet, si une étoile vit assez longtemps, la formation de planètes semble la suite logique de leur évolution.
Mais ces données ne sont que des estimations. Il est très difficile de cartographier la majeure partie des planètes. Aujourd'hui, un peu plus de 4000 planètes seulement ont été confirmées par les astrologues. La première fut découverte en 1990. On parle alors d'exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui se situent en dehors de notre système solaire. En sachant que notre univers pourrait abriter plus de 2000 milliards de galaxies et que chacune d'entre elles comptabilise des milliards d'étoiles et donc de planètes, nous sommes encore loin du compte. Les chercheurs tentent de clarifier notre compréhension de l'univers, mais les chiffres sont tellement grands qu'il est difficile pour notre cerveau humain de parvenir à visualiser concrètement un tel ordre de grandeur. Rendez-vous compte que si notre univers, comme le pense la majorité des astrophysiciens, compte 1 billion de milliards, plus de 1 trillion d'étoiles, c'est-à-dire tout de même un chiffre qui compte de 1 à 27 zéros. Il y aurait au moins tout autant de planètes, certainement des centaines de trillions. À l'image de notre système solaire, certaines étoiles peuvent comptabiliser plusieurs planètes autour d'elles. Depuis, la technologie et les nouveaux instruments d'observation ont permis de nombreuses découvertes. Une planète comparable à la Terre, Kepler 1649c, se trouve dans le système de Kepler. 1649 et 300 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne, a été découverte en 2020. Si nous attendons encore beaucoup de James Webb au sujet de l'origine de l'univers et l'étendue des étoiles et des planètes, il y a certains domaines, comme vous allez le voir, où nos connaissances sont très limitées. La matière noire est une composante bien mystérieuse. Elle serait, semble-t-il, constituée de particules élémentaires, comme ce fut le cas peu après le Big Bang, c'est-à-dire de protons, de neutrons et d'électrons. Sans charge électrique, ces particules n'entrent pas en interaction avec la matière normale, mais elles ont malgré tout une attraction gravitationnelle. On retrouve cette matière énigmatique au niveau des galaxies et des amas, mais également dans le rayonnement fossile qui suit la naissance des galaxies. Est-elle solide? Est-elle présente sous une autre forme? Nous n'en savons pour le moment rien. Certains astrologues pensent que nous faisons fausse route et que peut-être notre perception sur la loi de la gravité à l'échelle de l'univers ne soit pas concordante. Nous avons donc encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Rien que le mot fait frémir les plus terre-à-terre. Comme l'antimatière peut-elle exister? La matière, c'est tout ce que nous percevons, touchons, sentons. Dans l'imaginaire collectif, la négation de celle-ci est tout simplement inimaginable et dépasse l'entendement. Pourtant, l'antimatière n'est pas aussi mystérieuse que cela. Pour comprendre l'antimatière, revenons un instant sur la matière. La matière est constituée d'atomes et de molécules qui, elles-mêmes, sont composées d'électrons et de noyaux atomiques. Ces derniers sont constitués de protons et de neutrons, qu'on appelle également nucléons. On sait que ces particules sont chargées. L'électron, par exemple, est conventionnellement décrit comme chargé négativement. Or, on sait également que ces particules peuvent interagir entre elles, c'est-à-dire que des charges électriques de même signe se repoussent tandis que des charges contraires s'attirent. Depuis l'invention théorique de Paul Dirac en 1928, on pense que chacune de ces particules est associée à une particule tout à fait semblable, mais avec une charge électrique opposée. En 1932, Anderson confirmera les positions de Dirac. Une particule ayant la même masse que l'électron, mais avec une charge opposée est découverte. C'est une particule d'antimatière. Il y a différents types d'antiparticules, des antiprotons, des antiélectrons, des antineutrons, etc. Si l'antimatière fait tant parler d'elle, c'est qu'elle abrite sans doute une propriété étonnante. En effet, lorsqu'une particule de matière rencontre une particule d'antimatière qui lui correspond, cela produit une réaction et entraîne l'annihilation des deux. Elles disparaissent
et forme alors de nouvelles particules. L'antimatière est donc très instable. Si le phénomène peut effrayer, il ne faut pas le diaboliser pour autant. En effet, cette annihilation provoque une grande instabilité sur la matière, mais elle peut être d'une aide précieuse. On songe par exemple à utiliser des antiprotons pour traiter les tumeurs cancéreuses. L'univers est immensément grand, mais aussi immensément complexe. Même les plus grands astrologues, astrophysiciens, mathématiciens et autres chercheurs ne parviennent pas à résoudre toutes les équations qui gravitent autour de l'univers. C'est sans doute pour cette raison que le phénomène fascine autant les hommes. Il est à la fois toujours là, présent et réel, et en même temps, il est complètement inaccessible, démesuré, voire déraisonnable. Les corps célestes qui dansent dans l'espace sous nos yeux lorsque la nuit est parfaitement dégagée, sans aucune pollution lumineuse, c'est beau comme un poème. Les couleurs, les formes, les mouvements, les lueurs sont absolument extraordinaires. Elles ont toujours émerveillé les petits comme les grands. Les scientifiques ont donc souhaité rendre accessible le savoir de l'univers pour satisfaire la curiosité de tous. Mais parfois, pour expliquer les choses, il faut les simplifier. Or, à trop les simplifier, on s'éloigne de la vérité. Lorsqu'on admire de jolis clichés dans les magazines et les documentaires, on représente les planètes bien rondes et de différentes couleurs. On note parfois une différence subtile dans la représentation des tailles des planètes et du Soleil. Mais on est souvent bien loin de la vérité. La raison est simple. C'est très difficile de pouvoir, sur une même image, inclure le Soleil et les planètes. Si vous souhaitez préserver la proportion du Soleil, alors vous ne pourrez plus voir les planètes, puisqu'elles seraient bien trop petites. A contrario, si vous souhaitez préserver les proportions des planètes pour admirer les anneaux de Saturne, les nuages de couleur de la Terre ou encore les dizaines de satellites naturels de Jupiter, alors vous ne pourrez jamais intégrer le Soleil dans cette même représentation. Si le Soleil était représenté par un ballon de foot, alors la Terre ne ferait même pas la taille d'un simple raisin. Imaginez que si Mercure était représenté par une mini-bille d'environ 8 mm, le Soleil, quant à lui, devrait mesurer 1,5 m pour respecter les proportions de l'espace. Mercure devrait être à 68 mètres du Soleil. Vénus et la Terre sont de taille sensiblement similaire. Elle serait quant à elle représentée par une bille normale, autour de 14 et 16 mm. Vénus serait à 120 mètres du Soleil et la Terre 66 mètres plus loin. Tout cela, ça ne passe pas sur une feuille A4 conventionnelle. La taille de notre système solaire reposerait sur un schéma de plus de 11 km. En effet, les distances entre les planètes et les satellites ne sont pas non plus très réalistes. Lorsque l'on schématise la Terre et la Lune, par exemple, elles sont généralement très proches l'une de l'autre. Or, la Lune se situe à plus de 380 000 km de la Terre. L'étoile du berger est une expression très populaire. Elle remonte à plusieurs siècles et nous vient des gardiens de troupeaux qui vivaient au rythme des saisons, des jours et des nuits pour guider leurs bêtes dans les alpages. Cette étoile est la première à nous faire part de sa jolie lumière le soir. Lorsqu'elle apparaissait, les bergers savaient qu'il était temps de rentrer les moutons à la bergerie. Le matin, c'est également elle qui était l'une des dernières à quitter le ciel avant que le soleil ne vienne couvrir la terre de ses rayons emplis de lumière et de chaleur. Les gardiens de troupeaux savaient alors qu'ils pouvaient sortir les moutons dans les pâturages. Mais l'étoile du berger n'est pas une étoile. L'étoile du berger est en effet une planète. C'est Vénus. Et oui,
elle est bien plus proche que vous ne le pensiez de la Terre. Elle se situe seulement à 42 millions de kilomètres de nous. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Soleil est quant à lui à 150 millions de kilomètres de notre planète. Cela peut sembler fou, mais dans l'espace, il n'y a aucun bruit. Vous imaginez les mouvements de tous ces corps célestes sans entendre le moindre son? Il y a une raison très simple à cela. Le son est constitué de vibrations. Ce sont les ondes sonores que nous percevons. Elles se diffusent un peu comme une vague à travers un milieu donné. Elles ne déforment aucunement le milieu dans lequel elles se propagent. On peut dire que l'onde comprime puis décomprime le milieu. Pour mieux comprendre, c'est comme un petit rond dans l'eau qui se propage. C'est finalement la compression qui se déplace et non les molécules d'eau ou l'air. Plus le milieu est dense, plus la propagation est rapide. Les ondes se déplacent d'ailleurs bien plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, le son se déplace à 1525 mètres à la seconde dans l'eau et seulement 334 mètres à la seconde dans l'air. Mais dans l'espace, tout est différent. Le vide est sans fin. Il n'y a donc aucun milieu où propager les ondes. La seule exception réside sur les planètes qui ont une atmosphère. Mais partout ailleurs, il n'y a pas de molécules pour porter les ondes. C'est donc le silence intersidéral qui règne en maître dans l'univers. Comme vous avez pu le voir, l'univers est incroyablement complexe. Il regorge de phénomènes plus extraordinaires les uns que les autres. Une grande partie d'entre eux est encore un mystère pour l'homme. Malgré des milliers d'années de civilisation passées à observer les étoiles et tenter de comprendre l'univers, bon nombre de nos questions restent encore en suspens.